Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, Souad Azizi. Il est aujourd'hui un lieu commun de dire qu'en tant qu'outil de communication, de nouvelles formes de sociabilité et d'accès au savoir, l'Internet et ses multiples objets gouvernent notre quotidien, influent sur notre comportement, notre rapport au monde, notre relation aux autres, et s'interposent comme des médias incontournables dans nombre d'activités essentielles au bien-être des individus comme au bon fonctionnement de la société. Le Maroc n'échappe guère à ces interférences de plus en plus prégnantes entre les changements technologiques et les changements socioculturels. Ayant très tôt pris conscience de l'importance des NTIC pour le développement du pays et l'amélioration de sa position économique et stratégique parmi les nations de ce monde, le Maroc s'est lancé dans la course à l'informatisation de la société, comme d'autres se lancent dans la course à l'armement. Si l'on observe les statistiques des usagers nationaux de l'Internet, on ne peut qu'être ébahi par la progression certes ardue, mais néanmoins époustouflante de la pénétration de la société marocaine par l'Internet, depuis que le pays est connecté au réseau mondial. Ainsi, fin décembre 1995, le pays compte à peine 999 internautes. Alors qu'au 30 juin 2017, les internautes marocains sont au nombre de 20 535 174 sur une population totale de 35 241 418 individus. Ce qui représente un taux de pénétration de 58,3% qui positionne le Maroc, sur le plan du continent africain, en troisième position, après le Kenya 89,4% et les îles Maurice 62,7%. Internet World Stat 2017. Sur le plan mondial, le Maroc se classe en 2017 parmi les pays qui enregistrent les plus forts taux d'usage, 80 à 100% de l'Internet chez les jeunes de 15 à 24 ans, SANU 2017 sur 1. Une grande majorité des Marocains pratiquent donc quotidiennement l'Internet, mais les usages sociaux des technologies numériques, les perceptions qui président à leur appropriation, les représentations collectives et individuelles qui sous-tendent les pratiques virtuelles restent encore largement sous-étudiées par les sociologues marocains. En effet, si les chercheurs marocains s'intéressant à l'informatisation des médias et de la communication, ainsi qu'aux usages pédagogiques des TIC ont très trop investi l'Internet comme terrain et objet d'étude, on ne peut guère en dire autant des chercheurs en sciences sociales dont l'attention pour ce nouvel espace anthropologique ne date, pour la plupart, que des mouvements liés au printemps arabe. Le principal objectif de cet ouvrage sur les usages et représentations de l'Internet au Maroc est donc de contribuer à la recherche dans ce domaine d'études. Les articles ici réunis questionnent trois dimensions d'usage de l'Internet constituant un enjeu majeur, pour toute société et pour la société marocaine en particulier: la dimension militante, la dimension relationnelle et la dimension solidaire. Ils s'articulent autour des trois axes thématiques suivants. 1. L'Internet comme espace de militantisme numérique, Grandjean 2001. 2. Les usages et représentations de l'Internet chez les parents et les enfants. 3. L'Internet comme espace public alternatif des communautés minorisées. L'Internet comme espace de militantisme numérique. Depuis le printemps arabe, l'intérêt anthropologique de l'Internet et sa qualité de puissant outil d'expression et de mobilisation politique ont été largement reconnus par la plupart des observateurs du monde arabe et de la scène politique marocaine, qui ont adjoint le cyberespace à leur terrain d'observation classique, Lecomte, 2011. Ainsi, la plupart des études portant sur les usages militants de l'Internet au Maroc se sont focalisées sur les pratiques des jeunes du mouvement du 20 février et sur un questionnement des conséquences du printemps arabe au Maroc. L'article de Khadija Karibi, ainsi que celui co-signé par Malika Abentak et Noufissa Mashkouri, permettent de dépasser la focalisation sur ces mouvements de crise liés au printemps arabe, d'une part en élargissant l'observation à d'autres catégories de collectifs de militants, d'autre part en questionnant la nature et la pérennité des nouvelles formes de mobilisation et d'expression politique suscitées par les usages militants d'Internet. Karibi questionne la constitution d'un espace public numérique au Maroc et s'interroge notamment sur les caractéristiques de ce nouvel espace d'expression, sur la nature de ses relations avec l'espace public habermasien d'une part, et les espaces publics physiques d'autre part. De l'observation des pratiques numériques de divers collectifs de militants manifestant devant le Parlement marocain, Rabat,
Il apparaît que l'espace virtuel de Facebook ne remplace pas les espaces publics physiques en tant que lieu traditionnel et privilégié de manifestation et de revendication, mais permet en amont la mobilisation et l'organisation des actions militantes, et en aval leur visibilisation, à travers le partage de photos, vidéos, et l'échange de billets et commentaires sur les murs et forums virtuels. De la comparaison des éléments constitutifs des deux catégories d'espaces de militantisme, il ressort que tout comme les espaces publics physiques, l'espace numérique offert par Facebook est loin d'être totalement libre d'accès, du fait qu'il n'échappe guère à certaines formes de contrôle exercées par les administrateurs même des pages collectives individuelles, et que l'anonymat et l'altérité y prévalent également, mais en revêtant ici des significations différentes. De ces analyses de diverses formes d'action militante en ligne et hors ligne, Caribi conclut que l'espace public numérique constitue désormais un entre-deux incontournable, un espace intermédiaire entre les espaces publics physiques avec lesquels il s'inscrit souvent dans un continuum et l'espace public politique auquel il contribue à donner forme et sens, notamment dans les pays comme le Maroc où le respect des valeurs démocratiques de liberté d'expression continue à faire défaut. Quant à l'article de M. Abentak et N. Mashkouri, il a pour objet les usages par les jeunes Marocains du podcast à caractère humoristique et satirique, comme outil de militantisme numérique. Leur contribution repose sur une analyse de contenu de 19 podcasts traitant de questions politiques diverses, ainsi que les témoignages de quelques-uns des podcasteurs observés. Il ressort de cette recherche que l'engouement des jeunes Marocains pour ce nouveau mode de communication peut être expliqué par une certaine désaffection pour les médias classiques, la volonté de contourner la censure, faire entendre la voix du peuple, sur des questions occultées dans les discours officiels ou médiatiques, et sensibiliser sur les effets potentiellement néfastes de certaines décisions politiques sur le quotidien des citoyens marocains, ou encore sur les entorses à la démocratie lors des élections. La publication de podcasts permet ainsi à ces jeunes d'accéder à une certaine liberté d'expression et de partage d'opinions à caractère politique avec l'audience qu'ils ont réussi à constituer au fil de leurs publications et des échanges avec leurs fans, grâce aussi à l'usage de l'arabe dialectal marocain, d'Aria, et au recours à la satire et à l'humour. Représentation et usage de l'Internet chez les parents et enfants. Les résultats de l'enquête nationale réalisée en 2014 par l'ANRT sur l'accès et l'usage des TIC par les ménages et les individus au Maroc révèlent que plus de la moitié des ménages marocains, 52,5%, sont équipés d'un ordinateur et ou d'une tablette, et ont accès à Internet, 50,4%, en majorité via la technologie mobile, smartphone ou modem ou fixe, ANRT 2015. Cette même enquête révèle également que la majorité des usagers marocains, 56,7%, se connectent tous les jours, à partir de leur domicile, 73,7%, pour une durée pouvant aller de 15 minutes à plus de 4 heures, et que les types de contenus les plus utilisés sont les réseaux sociaux, 84,4%, et les sites de messagerie instantanée, 52,8%, ANRT 2015. Ces statistiques nationales montrent donc une évolution significative de la pénétration des familles marocaines par les technologies de connexion, et indiquent que le cyberespace est aujourd'hui au cœur même du foyer familial, après avoir été pendant des années incarné par la boutique Internet du coin de la rue. Or, la simplification du fonctionnement des objets de l'Internet permet l'accès à l'espace des communications virtuelles d'enfants de plus en plus jeunes, mais aussi d'adultes peu ou pas scolarisés. La généralisation croissante des usages domestiques d'Internet permet-elle d'augurer que l'espace numérique va jouer un rôle de plus en plus important dans la socialisation des jeunes Marocains et leur apprentissage du monde et de la vie en société? Peut-il constituer un facteur de changement dans les relations intrafamiliales? Les articles respectifs de Fatima Mouhiedine et Damiano Rama s'inscrivent dans cet axe thématique et permettent d'apporter des éléments de réponse à ces questionnements. F. Mouhiedine observe les effets de l'usage de Facebook sur la vie de couple, à travers une enquête par questionnaire et entretien, auprès de 25 couples trentenaires dans la ville d'El Jadida. De cette contribution se dégagent 3 observations majeures. 1. Sur le plan individuel, Facebook constitue un outil de création-maintien de relations extrafamiliales, ainsi qu'un moyen de construction-affirmation du soi et d'expérimentation d'une identité autre. 2.
Les comptes Facebook sont souvent mis en commun dans le couple et ne revêtent pas un caractère privé, répondant ainsi à une volonté de transparence et d'instauration d'une relation fusionnelle entre les conjoints. 3. La communication entre conjoints via Facebook permet d'échanger, de manière détournée, sur des questions intimes que le mode de socialisation traditionnel ne permet pas d'aborder dans une interaction de face à face. Loin donc d'être un outil de repli sur soi et ou sur la relation conjugale, Facebook constitue pour ses conjoints un moyen de négocier un certain équilibre entre les dimensions individuelles et communes de la vie en couple. Quant à l'article de Derama, il a pour objet les représentations de l'Internet chez les adultes et la sociabilité numérique de jeunes lycéens et étudiants marocains. Cette recherche réalisée dans le Maroc oriental a eu pour cadre la ville d'Oujda et l'oasis de Figuig, toutes deux connues pour leur conservatisme et une certaine rigidité de leur population à l'encontre de tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur de la famille, notamment à travers le comportement de ses membres féminins. C'est dire le mérite de ce travail basé sur une démarche ethnographique, combinant des observations en ligne et hors ligne, où de réelles qualités de stratèges ont été déployées pour pouvoir observer aussi bien la sociabilité numérique des jeunes gens que celle des jeunes filles. Des discours des adultes sur l'Internet, il ressort que le principal motif de leurs inquiétudes, en tant que parents, est la séparation virtuellement instaurée entre corps et pratiques numériques, qui les place dans l'incapacité d'avoir le contrôle ou du moins une certaine visibilité sur les fréquentations et les comportements en ligne de leurs enfants, en particulier ceux des filles. Pourtant, à travers l'analyse des modes de présentation de soi en ligne et des pratiques de sociabilité numérique des jeunes filles, Rama montre que les peurs des adultes sont en grande partie infondées. Car l'intériorisation précoce et forte des normes et injonctions de comportement de leur milieu d'appartenance font que ces jeunes adolescentes ont tendance à s'imposer un effort constant de négociation entre les injonctions techniques, imposées par la sociabilité numérique, et leur sens d'appartenance culturelle. L'Internet comme espace public alternatif des communautés minorisées. Sous cet axe thématique, sont réunies les contributions ayant pour objet les usages de l'Internet par des groupes et individus qui, de par leur inscription dans des contextes situations de vulnérabilité socio-économique, leur état de santé, handicap physique ou genre, peuvent être victimes de stigmatisation et de marginalisation au sein de leur environnement social immédiat et dans la société globale. La question est ici de savoir comment ces individus et groupes démunis ou minorisés s'approprient le cyberespace comme espace d'organisation de leurs actions et de structuration de leurs paroles, comme lieu d'affirmation de leur identité et de revendication d'une certaine reconnaissance sociale, mais aussi comme lieu de restauration du lien social et d'appel à la solidarité. Les contributions apportant des éléments de réponse à cette question sont l'article d'Hassan Atifi, celui qui est co-signé par Noureddine Bari, Abderrahim Bentaibi et Thierry Desrues, ainsi que les textes respectifs de Boutchaïb Majdoul, Amal Bouzba et Myriam Nargis. La contribution de Hachatifi interroge les facteurs de l'essor de l'Internet solidaire au Maroc. À travers l'analyse d'un échantillon de vidéos de charité relayées sur le site marocain Express, Atifi dresse une typologie des formes de vulnérabilité exposées, des types de personnes lançant ces appels à la solidarité et des modes de communication utilisés pour susciter l'empathie et les dons des internautes. Il ressort de cette recherche que 3 facteurs mutuellement complémentaires permettent d'expliquer l'essor du recours aux solidarités numériques par les plus démunis. En premier lieu, le facteur culturel qui fait qu'au Maroc la charité envers les pauvres, sadaka, est encore très valorisée puisqu'elle est définie par l'islam comme un devoir religieux et une source de rétribution divine. En deuxième lieu, le facteur socio-économique manifeste dans la faiblesse de la sécurité sociale, voire le non-accès à toute forme d'aide sociale d'une grande frange de la population marocaine. Enfin, en troisième lieu, le facteur technologique qui réside dans une certaine démocratisation de l'accès et de l'appropriation des outils numériques, qui permettent une visibilisation plus rapide et plus large des situations de vulnérabilité. L'article co-signé par Bari, Bentaibi et Desrues a pour objet les usages des TIC, l'action collective et le développement local, dans des communautés rurales du Moyen Atlas qui se caractérisent par leur position dans des zones montagneuses marginalisées, la situation vulnérable d'une grande partie de leur population, et la disponibilité en leur sein d'une association de développement local.
Cette recherche apporte une contribution au débat sur les effets de l'appropriation des TIC sur le développement humain des sociétés locales, en essayant de dépasser les deux visions antagonistes qui donnent lieu à des conclusions soit trop optimistes, soit trop pessimistes chez la plupart des auteurs qui se sont penchés sur la question. Ainsi, les co-auteurs partent du postulat qu'en tant qu'outils les TIC sont a priori susceptibles de contribuer au développement humain, mais que pour le vérifier il est nécessaire de questionner leurs conditions d'appropriation et d'usage, en les mettant en perspective avec l'ordre social, économique et politique spécifique aux communautés observées. Par ailleurs, les co-auteurs questionnent également les relations entre TIC et genre. Il ressort des résultats de cette recherche que l'appropriation des TIC a des effets positifs en termes de visibilisation des ONGD, de désenclavement relatif de ces territoires marginalisés, d'échanges avec des ONG et bailleurs de fonds internationaux, d'actions solidaires et organisations d'activités et formations diverses pour les locaux, etc. Sur le plan des effets sur l'ordre social préexistant, les auteurs notent que l'introduction des TIC s'est tout d'abord traduite par un accaparement des équipements informatiques par les responsables des associations, ce qui a permis d'asseoir leur domination sur les autres membres, et d'augmenter leur pouvoir et leur statut social au sein de la communauté. Mais par la suite, d'autres équipements ayant été obtenus grâce aux bailleurs de fonds internationaux, une partie du matériel informatique a été redistribuée par les jeunes diplômés chômeurs dans une logique de restitution. Ce qui leur a permis de gagner en notoriété et en prestige dans une société où les jeunes, célibataires et inactifs, ont traditionnellement un statut inférieur. Concernant le développement et l'amélioration de la condition des femmes, il semble que c'est là le point d'orgue où les effets de l'appropriation des TIC sont les plus ambigus. Car si une grande partie des activités des ONGD sont organisées en faveur des femmes, et si le taux d'adhésion et de participation des femmes, bien que faible, est relativement significatif en raison du fort taux d'analphabétisme féminin, en revanche, les femmes occupent une position subalterne dans les organigrammes associatifs et accomplissent surtout les tâches de coordination des activités féminines. L'organisation des activités et la structure des bureaux des ONGD observés n'échappent donc guère à la reproduction de l'ordre traditionnel des relations inégales et hiérarchiques entre les genres et les classes d'âge. Dans sa contribution, B. Majdoul prend pour objet les usages et représentations de l'Internet chez les jeunes Marocains porteurs du VIH/SIDA. À partir de l'analyse d'un échantillon de récits biographiques recueillis par entretien, ainsi que des discours textuels et audiovisuels collectés en ligne, sur divers sites, Majdoul observe que les pratiques virtuelles des séropositifs sont en grande partie déterminées par leur situation de porteurs d'une maladie lourdement connotée, au Maroc, comme malédiction divine frappant les déviants sexuels, homosexuels, prostituées, fornicateurs, etc., et redoutée pour son caractère mortel. La découverte de la maladie est donc souvent un moment de rupture des liens familiaux et sociaux, liens forts, d'ostracisme et de stigmatisation des personnes qui en sont atteintes, quel que soit leur degré de séropositivité, orientation sexuelle ou position sociale. Ainsi, Majdoul montre que l'Internet représente pour ces jeunes séropositifs un outil de recherche et de partage d'informations sur le sida et les nouvelles thérapeutiques, un palliatif à l'absence d'un encadrement institutionnel répondant à leurs besoins spécifiques, un moyen de sortir de l'isolement et d'accéder à d'autres formes de sociabilité. Dans leurs interactions avec d'autres internautes, séropositifs et non séropositifs, l'usage de l'Internet leur sert à lutter contre les discriminations et neutraliser le stigmate, en déployant des stratégies de normalisation de leur état et de la maladie, mais aussi en déconstruisant les stéréotypes du modèle explicatif classique du sida. Il ressort également des analyses des liaisons numériques de ces séropositifs qu'elles peuvent à première vue paraître comme des liens faibles, mais qu'elles constituent en réalité des liens ayant assez de consistance pour leur permettre de restaurer le lien social leur faisant défaut dans la vie hors ligne. L'article d'Abouzba s'inscrit en continuité avec celui de Majdoul, dans le sens où il porte également sur une catégorie d'internautes souffrant de stigmates et de marginalisation sociale, à savoir les personnes présentant un handicap, PSH. L'auteur questionne le lien étroit souvent établi entre accessibilité aux NTIC et intégration des handicapés, et interroge la capacité des outils technologiques seuls à favoriser l'intégration des PSH.
Dans cette recherche, menée dans la région de Casablanca-Ceuta, avec une méthodologie combinant outils qualitatifs, focus group et quantitatifs, questionnaire, l'auteur propose de vérifier si l'espace numérique permet une reconfiguration des rapports sociaux des PSH, et si leur liaison numérique leur offre les moyens de s'affranchir des manifestations d'exclusion et de stigmatisation caractéristiques de leurs relations interpersonnelles hors ligne. Il ressort des résultats de l'enquête de Bouzba que les PSH ont un accès inégal à l'Internet et aux outils numériques. Ce qui reflète, en grande partie, l'inégalité de leurs ressources matérielles et ou de leur niveau d'instruction. Ainsi, nombreux sont les PSH qui cumulent tous les handicaps, physiques, financiers et culturels. Par ailleurs, Bouzba observe que le recours à l'Internet plutôt qu'aux autres médias comme source d'information, espace de loisirs et de sociabilité est étroitement corrélé avec le niveau d'instruction et les capacités cognitives. Quant aux liens sociaux établis en ligne, il a été constaté qu'ils permettent aux PSH de s'affranchir des contraintes et limites de mobilité liées à leur déficience physique, tout en leur permettant, contrairement aux relations de face à face, une certaine liberté dans la sélection de leurs interlocuteurs, une relative maîtrise sur le processus d'évolution de la relation, ainsi que la possibilité de dissimuler leur handicap et choisir à qui, quand et comment la dévoiler. Car les attitudes de rejet et de discrimination à l'égard des PSH, voire des tentatives d'exploitation de leurs faiblesses, sont loin d'être absentes des relations interpersonnelles établies dans l'espace virtuel. Ainsi, l'identité virtuelle du PSH peut être plus ou moins en congruité avec son identité réelle, ou en être strictement distincte, permettant ainsi à l'individu de construire et expérimenter un nouveau moi, dont le caractère désincarné permet la libération du poids du corps déficient et de son lot de stigmates. La contribution de M. Nargis, qui clôt cet ouvrage, questionne les formes de marginalisation basées sur le genre, en prenant pour objet d'étude les représentations négatives des femmes, relayées sur Facebook, grâce à la diffusion de montages d'images et de textes humoristiques. À partir de l'observation des pratiques virtuelles d'un échantillon de doctorants de la faculté des sciences de Un Choc, l'auteur essaye de mesurer l'ampleur de la stigmatisation des femmes dans l'espace numérique et de jauger les réactions de ces dernières aux images discriminantes dont elles sont l'objet. Pour illustrer ses propos, Nargis analyse un échantillon de 4 images, avancées comme représentatives des stéréotypes sexués les plus fréquemment partagés et commentés par les doctorants enquêtés. Les 3 premières présentent des stéréotypes très négatifs, relayés surtout par les hommes, et dont le contenu permet de souligner une certaine continuité avec les représentations genrées, communément partagées et transmises au quotidien, dans les conversations ordinaires, à travers les traditions orales, proverbes, dictons, chants, etc., et autres productions culturelles. Tandis que la 4e image représente le type de stéréotype positif publié par des femmes, dans leur tentative de défense et de lutte de cette forme de marginalisation virtuelle. Bouzba montre que même ces stéréotypes positifs par lesquels les femmes essayent de mettre en avant des éléments positifs de la nature et des qualités féminines, sont des images réductrices et réifiantes du genre féminin. Ceci du fait qu'elles naturalisent des éléments du comportement féminin qui sont le produit de la construction sociale du genre et de l'assignation des femmes au rôle de mère et d'épouse soumises à la domination masculine. Med, 1963, Héritier, 1996. Références bibliographiques. Ansidera, Dagmieff et Toumieff 2012. La mobilisation sociale à l'ère des réseaux sociaux. Cas du Maroc, ESSACHESS Journal for Communication Studies, volume 5.1, numéro 9, page 151 à 162. Disponible sur http://index.p/article/viewfile/156/141. Consultez le 10/7/2015. Ansidera, Dagmieff et Toumieff 2012. Usage et pratique des publics dans les pays du Sud. Des médias classiques au TIC. Agadir, publication de l'Université Ibn Zor. Anonyme. Plus petit que SD plus grand que. L'implantation d'Internet au Maroc, enjeux et perspectives. 131p, disponible sur http://hypermedia.unif-paris8.fr/étudiant/intmar.pdf, consultez le 8/11/2015. Atifi H et Marcocha Monsieur 2006.
Communication médiatisée par ordinateur et variations culturelles. Analyse contrastive de forums de discussion français et marocains, les carnets du Cédiscor. Publication du Centre de recherche sur la didacticité des discours ordinaires numéro 9, page 59 à 73. Disponible sur http://cediscor.revue.org/629. Véloc C et Grande CJ 2012. 20 février. Discours et portrait d'un mouvement de révolte au Maroc. L'année du Maghreb, volume 8, page 239 à 258. Disponible sur https://année-maghreb.revue.org/1483 langue égale fr, consulté le 24-8-2015. Casilia 2010. Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité. Paris Seuil Col. La couleur des idées. Des tome 2012. Le mouvement du 20 février et le régime marocain contestation, révision constitutionnelle et élections, l'année du Maghreb, vol. 8, page 359 à 389, dossier Un printemps arabe. Disponible sur https://année-maghreb.revue.org/1537 langue égale art, consulté le 13-1-2017. Grandjean F 2001. L'Internet militant, mouvement social et usage des réseaux télématiques. Rennes, édition Apogée. Héritier F 1996. Masculin-féminin, la pensée de la différence. Paris Odile Jacob. Ibarine Monsieur 2004. Towards a National Telecommunication Strategy in Morocco, First Monday, en ligne, volume 9, numéro 1, 5 janvier. Disponible sur http://htb://cgivrap/index.php/fm/rt/print airfriendly 1112-1032, consulté le 30-1-2016. Internet WorldStat. Africastat. Disponible sur http://www.internetworldstat.com/africa.htm, consulté le 8-10-2017. Kadouri Monsieur et Boimri à 2010. Usage des plateformes d'enseignement à distance dans l'enseignement supérieur marocain. Avantages pédagogiques et difficultés d'appropriation, questions vives, volume 7, numéro 14. TIC et développement des compétences. Quelle réciprocité? Disponible sur http://questionvive.revue.org/pdf/642, consulté le 21-7-2015. XXD 2013. Irruption du cyberactivisme dans l'espace public, cas du Maroc, page 177 à 182 In Najares, dire. Le cyberactivisme au Maghreb et dans le monde arabe. Paris-Tunis, édition Cartala et IRMC. Le Compteur 2011. Révolution tunisienne et Internet, le rôle des médias sociaux, l'année du Maghreb, vol. 7, page 389 à 418. Disponible sur http://année-maghreb.revue.org/pdf/1288, consulté le 10-7-2015. Med Monsieur 1963-1928-1935. Mœurs et sexualité en Océanie. Paris Librairie Plomb. Sanoubé 2017. ICT Fact and Figure 2017. 8p, disponible sur https://itu.itu-statistics-document-fact-ictfacts-figure 2017.pdf, consulté le 24-9-2017. Sidi Idabé 2011. Mobilisation collective à l'épreuve des changements au Maroc. Revue Tiers-Monde, numéro 5, page 163 à 188. Disponible sur http://www.kern.info/load-pdf.php.d'interrogation id-article-rt-m-hs01-0163, consulté le 13-3-2016. Suarez Collado à 2013 à la recherche d'une place dans le printemps arabe.
Les TIC et la contestation amazigh pendant les émeutes en Afrique du Nord, Inna Jarès dire. Les réseaux sociaux sur Internet à l'heure des transitions démocratiques. Paris-Tunis, édition Cartala et IRMC. Suarez Collado à 2013, b. Mouvements sociaux sur la toile, les effets des NTIC sur le militantisme amazigh au Maroc. Page 41 à 54, Inna Jarès dire. Le cyberactivisme au Maghreb et dans le monde arabe. Paris-Tunis, édition Cartala et IRMC. De l'espace public concret à l'espace public virtuel, construction d'un nouvel espace d'expression? Khadija Karibi. Introduction. L'apparition de l'Internet a offert un nouvel espace d'expression et de revendication, rôle que jouaient autrefois les espaces publics physiques, la rue et la place. Ceci nous pousse à s'interroger si l'espace public numérique tend à remplacer les espaces publics concrets comme lieu d'expression. Dans le cas d'espèces, comment des éléments constitutifs des espaces publics physiques, notamment le libre accès, l'altérité, l'anonymat, la mise en scène ou l'interaction, se déploient dans l'espace public numérique? Pour essayer de répondre à ces interrogations, nous prenons comme terrain de recherche les réseaux sociaux, notamment Facebook. La réflexion que nous développons ici est le résultat de l'étude de deux formes d'expression sur l'Internet. Premièrement, les mobilisations numériques circonstancielles initiées par des individus ou par des groupes sur Facebook que nous avons repérées et suivies depuis 2015, en tant que membres de cette interface. Certaines de ce premier type de mobilisation ont été relayées sur l'espace public physique, tandis que d'autres sont restées contenues dans l'espace public numérique. Deuxièmement, les mobilisations organisées par deux groupes de militants qui faisaient un usage simultané des espaces publics numériques et physiques pour s'exprimer, mobilisation que nous avons suivie entre 2012 et 2013. Nous avons commencé à étudier ces deux types de mobilisation en 2011, dans le cadre d'une thèse de doctorat, Karibi 2011, et continuons à les suivre en tant que chercheuse sur les espaces publics. Ce texte ne traite pas directement de l'usage des réseaux sociaux numériques, mais le met en parallèle avec celui des espaces publics classiques, notamment physiques. Ainsi nous avons adopté une analyse stéréoscopique qui met les deux types d'espaces en face à face, suivant une approche d'interaction entre le social et le spatial. À ce sujet, nous adoptons la thèse de H. Lefebvre 1972 qui fait de l'espace une valeur d'usage et d'échange et un système produit et reproduit. 1. Espace public et espace public. De prime abord, nous pensons qu'il est constructif pour positionner notre article de définir le concept des espaces publics. En effet, la littérature sur ce concept montre qu'il y a une distinction entre l'espace public au singulier et les espaces publics au pluriel. Le premier renvoie à une sphère de débat et d'échange d'idées, il est politique, et le second aux espaces non bâtis mais aménagés et ouverts au public. Pour le second, il s'agit donc de l'ensemble des espaces physiques incluant les places, les parcs, le réseau viaire, les rues, les jardins, etc. Dans sa définition politique, l'espace public au singulier désigne la sphère du débat politique et de la publicité des opinions privées. Il n'est fondé que si les personnes rassemblées sont guidées par le principe de la raison critique, et où la notion de public est basée sur l'intérêt général, Kérou 2002. J. Habermas, 1993 et 1992, qui reste une référence à ce sujet, a mis en évidence la formation historique de la sphère publique par la bourgeoisie française, allemande et anglaise du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Son analyse verse dans une perspective d'enrichissement de la théorie de la démocratie. En effet, c'est au sein de la sphère privée, décision libre de se mettre en réseau, que la densification du réseau communicationnel, culture de lecture, littérature et critique d'art, a permis la construction de la sphère publique. La politisation de celle-ci fut catalysée par les effets de la Révolution française, développant ainsi une opinion publique qu'il fallait défendre. Habermas utilise plutôt le terme sphère qu'espace, qui est pour lui un espace intermédiaire entre l'État et la société, doté d'une opinion publique. Pour distinguer l'espace public politique de l'espace public physique, certains auteurs l'emploient au pluriel, Paco 2009, ou ajoutent l'article partitif du « entre espace et public », Toussaint et Zimmermann 2001, les espaces publics peuvent manifester l'existence de l'espace public. L'ambiguïté de la notion de l'espace public,
de par sa nature à la fois spatiale et politique, est constitutif de son élaboration. Dans son sens politique, la notion ne recouvre pas une réalité spatiale si ce n'est le lieu où se déroulent les débats, cafés, salons. Toutefois, la notion de public n'implique pas un accès libre à l'espace public politique ou aux espaces publics physiques, car des mécanismes de sélection permettent de contrôler leur accès. C'est cette limitation de la liberté, du mouvement et du comportement qui pousse Despinson, 1997, à avancer que le concept d'espace public contemporain est à la limite de l'escroquerie. Et qu'il est l'espace d'une société légitime, dominante, mais inscrit dans une société démocratique. L'espace public ne peut être neutre, il induit sa norme et celle des valeurs de la majorité dominante. Au Maroc, l'accès à l'espace public comme lieu d'expression est récent 2008. Il n'a été occupé que depuis la fin des années 1980, comme support des manifestations qui se limitaient au début à un soutien au peuple palestinien et irakien. Alaroui, 2001, confirme que les villes étaient aux mains du Makhzen à tel point qu'elles étaient associées à ce système. L'ouverture politique ne se fait pas sans heurts, parfois violents entre l'État et la société, chacun cherchant à exprimer sa domination de l'espace public. Ainsi, la plupart des manifestations sont souvent gérées avec violence pour rendre la rue à son état initial. Monsieur Madani, 1991, souligne la complexité de l'espace public au Maroc dont il faut saisir la part du différencié et de l'indifférencié, de l'évolutif et du régressif. En ce sens que la formation de l'espace public au Maroc est fortement liée à un complexe dispositif traditionnel. Ce qui a donné lieu à un nouvel espace qui a pris sa forme visible, entre 1960 à 1962. La configuration de l'espace public national est marquée par le paradigme Makhzen. On parle même de la makhzenisation de la vie politique, à travers la récupération des lieux d'expression de l'opinion. À partir de la deuxième moitié des années 2000, de plus en plus de Marocains sont connectés à l'Internet. Selon une enquête réalisée par l'ANRT 2016, le nombre des internautes, 5 ans et plus, s'élève à 17,8 millions soit 57,1% de la population totale. Ce chiffre ne représentait que 11,61% en 2005. En premier lieu, les Marocains utilisent le réseau social Facebook avec un taux de 39% de la population, comme le confirme un rapport de Medianet 2016. L'importance de cette tendance se mesure à la rapidité avec laquelle le phénomène se développe. Aussi, quand il a fallu à la radio 38 ans pour toucher 50 millions d'utilisateurs et à la télévision. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.